Tu écoutes aujourd'hui Un mot à la fois, le podcast. Chaque histoire commence par un mot. Mais parfois, ce mot révèle ce qu'il y a de plus sombre en nous. Bienvenue dans Un mot à la fois. Je suis Rianne, autrice et lectrice, et chaque vendredi, je t'emmène explorer des livres intrigants, des coulisses d'écriture et les zones sombres de la psychologie humaine. Pourquoi le mal fascine ? Pourquoi certains personnages franchissent la ligne ? Et comment se construisent la peur, l'emprise, la manipulation, mais aussi la survie. Ici, on décortique les histoires qui dérangent, qui questionnent et qui ne nous quittent pas vraiment. Un mot à la fois. Pourquoi certaines victimes font confiance à leur agresseur ? Pourquoi elles doutent d'elles-mêmes alors qu'elles ont parfois des preuves sous les yeux ? Et pourquoi elles restent, reviennent, défendent et minimisent les actes de leur agresseur ? Cette question, elle est souvent posée avec jugement. Mais aujourd'hui, je veux la poser autrement. Qu'est-ce qui se passe dans une relation d'emprise pour que la confiance soit retournée contre la victime ? Comment est-ce qu'une relation d'emprise peut brouiller les repères au point que la victime doute d'elle-même et fasse confiance à quelqu'un qui lui fait du mal? Je vais refaire le même disclaimer que j'avais fait dans l'épisode 31 où là je parlais de la psychologie des tueurs. Eh bien, je ne suis pas psychologue ni criminologue, mais j'aime bien fouiller dans le cerveau des gens. Et du coup, dans cet épisode, voilà, je m'appuie simplement sur les recherches que j'ai faites, sur certaines de mes lectures et sur mon regard d'autrice de thriller psychologique. Voilà, rien de plus. Du coup, entrant dans le vif du sujet, souvent, quand on regarde une situation de l'extérieur, on a l'impression que tout est évident. On voit une victime, on voit une personne, notamment une femme, dans la grande majorité des cas, ce sont les femmes. On voit une femme se faire maltraiter, se faire malmener, on la voit subir des agressions, etc. Et on va se dire, mais je comprends pas, pourquoi elle ne part pas ? Pourquoi elle continue à le croire ? Ou encore, pourquoi elle lui donne encore une chance ? Sauf que ce que nous, on oublie en tant que spectateurs, c'est que l'emprise ne commence pas toujours par la violence. Souvent, l'emprise va commencer par le charme, par l'attention, par l'écoute, par la présence de la personne. Petit à petit, en fait, l'agresseur va charmer la personne et une fois que le danger apparaît, c'est déjà trop tard en fait. Parce que ce danger, il est mêlé de souvenirs de sécurité. Et c'est là le piège, c'est que l'agresseur ne ressemble pas toujours à un agresseur au début. J'ai lu récemment un article de Psychology Today qui parle des psychopathes et qui rappelle notamment que les profils psychopathiques peuvent utiliser le charme, le mensonge et la persuasion dans leurs propres intérêts. Donc, c'est bien facile pour nous, en tant que spectateurs, spectatrices, de juger les victimes, mais finalement, on n'en sait rien si nous ne sommes pas nous-mêmes professionnels. Parce qu'il ne suffit pas en fait de lire un article qui va nous dire comment repérer un pervers narcissique ou comment repérer quelqu'un de sociopathe ou machin pour nous derrière après se dire ok, j'ai vu tel trait chez telle personne, ça veut dire que voilà, cette personne c'est un pervers narcissique. Et ça, ce truc, je trouve que ces dernières années avec les réseaux sociaux, c'est devenu tellement facile en fait de faire ça. Oui, c'est vrai, il y a des personnes qui vont avoir des comportements qui frôlent la perversion, qui sont vraiment des pervers narcissiques, mais identifier réellement un psychopathe, vaut mieux laisser ça à des professionnels formés parce que en fait les signaux peuvent être complexes à gérer. C'est pour ça que juger une victime alors qu'on n'a pas tous les faits, alors qu'on ne sait pas comment la relation d'emprise s'est établie au fil du temps est trop facile en fait. C'est trop facile de juger les victimes. Donc tout ça pour dire que durant mes recherches, j'ai repéré des mécanismes que les psychopathes et notamment les profils à tendance narcissique utilisent
pour gagner la confiance de leur victime. Et le premier mécanisme, c'est le charme. Avant de détruire la confiance d'une victime, certains agresseurs vont d'abord commencer par la gagner. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont observer la personne, ils vont l'écouter et ils vont repérer exactement ce qui manque à cette personne. Et souvent, ça va être, c'est une personne, en tout cas la victime, c'est une personne qui manque d'attention, qui manque de reconnaissance ou de protection, ou même d'une présence stable. Et les agresseurs vont se présenter exactement sous cette forme-là. Ils vont commencer à flatter leur victime, ils vont commencer à lui apporter une attention intense, lui donner le sentiment d'être enfin comprise, ou bien l'impression d'avoir trouvé quelqu'un de différent. Et du coup, c'est pour ça que c'est très tricky. Je sais pas c'est quoi le terme en français, c'est très pervers, voilà. C'est pour ça que c'est très pervers, c'est que ce n'est pas la violence qui va accrocher au départ, mais c'est souvent la promesse d'un refuge. Et c'est d'ailleurs ce qui rend les dynamiques d'emprise si effrayantes en fiction, parce que, notre terrain de jeu, nous, c'est la fiction. C'est pour ça que j'étudie, moi, ce genre de sujet. C'est que le danger n'entre pas toujours en criant. Parfois, le danger va se présenter avec un sourire. Et c'est notamment ce que je suis en train d'explorer, moi, dans l'écriture de mon deuxième roman, parce que c'est un sujet, comme tu le vois, tu l'entends, qui me fascine. Et dans mon texte, j'ai vraiment envie de retranscrire ça de manière crédible. Donc ça, c'est le premier mécanisme, c'est de charmer sa victime pour lui faire baisser ses gardes. Ensuite, il y a un mécanisme très violent. C'est celui de faire douter la victime de sa propre perception. Elle a vu quelque chose, elle a entendu quelque chose, ou bien elle a ressenti quelque chose, mais l'autre, le pervers, l'agresseur, il va réécrire la scène. Soit il va nier, soit il va inverser les faits, lui dire mais non, mais c'est toi, tu imagines des choses, ou bien il va minimiser la chose, mais non, c'est pas grave, tu sais, je suis désolée, j'étais fatiguée ce jour-là, ou bien il va carrément accuser, ouais, mais si t'es comme ça aussi, moi je réagirais pas comme ça, c'est à cause de toi, c'est toi qui fais ressortir le mauvais en moi, tu vois, ce genre de choses. Et petit à petit, la victime ne va plus se demander est-ce qu'il ment? En fait, au fur et à mesure, elle ne va plus se poser cette question. À la place, elle va se demander, mais peut-être que j'exagère. Et ça, c'est quelque chose de très fort que les agresseurs arrivent à faire. Le psychologue et chercheur Paul Babiak, dans son livre Snakes in Suits, When Psychopaths Go to Work, explique que certains profils peuvent être tellement convaincants dans leurs mensonges que les victimes finissent par douter de ce qu'elles savent être vrai et même finissent par modifier leur perception des choses pour croire le récit du manipulateur. Et c'est là que ça fait peur, que ça devient glaçant, c'est que finalement, le mensonge du manipulateur, il ne va pas seulement cacher la vérité, mais il va aussi déplacer la vérité dans la tête de la victime, carrément transformer ce que la victime prend pour vrai, et du coup, ce qui est normalement vrai va devenir mensonge, et ce qui est faux va devenir vrai. C'est plutôt pervers, non ? Maintenant, j'ai une question pour toi. Pourquoi est-ce que la confiance continue même après les signaux? Même après que les personnes aient eu quelques signaux que y a un truc qui va pas là en fait, c'est pas normal. Mais elle va quand même continuer à faire confiance à la personne. Je pense que tu as une idée, mais développons. Une relation d'emprise, en fait, elle n'est pas constante. Si tout était violent tout le temps, ce serait parfois plus simple à identifier, à quitter. On se dit, si la personne a été tout le temps violente, si on parle notamment des violences conjugales, si on a avec un conjoint qui est violent tout le temps, en fait, qui a des accès de colère tout le temps, mais on va se dire, mais en fait, qu'est-ce que je fais là, quoi? Et on va essayer de partir le plus vite de la situation. Mais ce n'est pas le cas. Souvent, il va y avoir une alternance. La personne, le manipulateur, l'agresseur, va alterner entre la douceur et la menace. Et ensuite les excuses.
Et après, il va apporter de l'attention. Et après, il va être froid. Et après, il va encore être tendre. Et en fait, c'est ce fait d'alterner constamment qui crée une confusion émotionnelle énorme. Peut-être que tu es comme moi et que voilà, sur les réseaux sociaux notamment, vu qu'on passe notre vie dessus, tu as déjà regarder des vidéos d'anciennes victimes qui vont dire « Ah, mais en fait, il n'était pas toujours comme ça. Il pouvait être adorable. En fait, non, moi, je croyais connaître son vrai visage, donc je ne pouvais pas croire qu'il était aussi violent. » Ou encore, la personne va dire « Mais c'est parce qu'il a souffert, il a eu une enfance pas facile, il a eu un passé pas facile. Du coup, moi, je peux l'aider. Avec moi, il va changer. » Et en fait, malheureusement, les victimes, elles ne vont pas être attachées uniquement à ce que leur agresseur fait, mais elles vont rester attachées à ce qu'il a été dans le passé ou bien à ce qu'il promet de redevenir. Si en face de nous, on a quelqu'un qui, on sait qu'en fait, elle n'était pas comme ça, mais il y a eu un problème, je caricature, hein, mais peut-être que c'est une personne, voilà, il a perdu son boulot, voilà, grosse crise, il a perdu son boulot, et du coup, grosse dépression parce qu'il n'a jamais connu une situation pareille d'être au chômage, et donc il passe ses journées à flâner à la maison, et après il va se tourner vers l'alcool, et du coup, le compagnon qu'on a connu, qui était hyper attentionné, hyper doux, devient colérique, après ça devient des insultes, et un jour il va lever la main, et du coup, nous, en tant que victime, on se souvient en fait, mais il n'était pas comme ça en fait avant. Non, mais là c'est juste parce que voilà, il a perdu son boulot et du coup c'est difficile. Je comprends. Il va redevenir ce qu'il était avant et tout. Ou bien même lui-même, hein, il va s'excuser, il va dire « Oh là là, je suis vraiment désolée, c'est parce qu'en ce moment je subis un stress pas possible, et en plus toi, t'es toujours sur mon dos en train de me dire quoi faire et tout, et du coup, ça me stresse, voilà, je suis désolée, je veux pas recommencer. » Et en fait, c'est ça qui fait tenir les victimes, les survivantes de ce genre de situation, c'est que elles vont se rappeler de ce que la personne avait été dans le passé, ou elles vont s'accrocher à ces fausses promesses, à ces promesses de devenir meilleures. Et c'est pour ça que ça crée une confusion émotionnelle qui fait que la personne va rester. Et il y a une autre chose aussi, c'est que plus la victime est isolée, plus l'agresseur devient sa principale source d'interprétation de ce qui est vrai ou pas. Si elle n'a plus de regard extérieur, si elle n'a plus de contradiction, si elle n'a plus personne pour lui dire « mais en fait, ce que tu vis n'est pas normal », alors la version que l'agresseur lui donne va prendre toute sa place en fait. Et c'est souvent ça en fait. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont isoler la personne au fur et à mesure, petit à petit, sans s'en rendre compte. Ça va pas venir du jour au lendemain. Et du coup, petit à petit, la seule voix que la victime va avoir autour d'elle, ça va être la voix de l'agresseur. Et la voix de l'agresseur peut finir par devenir aussi la voix dans la tête de la victime. C'est un sujet qui m'intéresse pas mal aussi sur le fait que comment les agresseurs arrivent à isoler leurs victimes pour mieux les manipuler derrière. Et ça, je pense notamment qu'on va l'explorer à l'occasion d'un autre épisode. Ce qui est terrible dans les relations d'emprise comme ça, c'est que normalement, la confiance, c'est quelque chose qui nous protège. Que normalement, faire confiance à quelqu'un d'autre, c'est pouvoir se reposer, c'est pouvoir baisser la garde, c'est croire qu'on est en sécurité. Mais dans une relation d'emprise, cette confiance, elle va être détournée. L'agresseur va utiliser la confiance qu'on place en lui comme un outil. Et donc, plus on va lui faire confiance, plus l'agresseur peut réécrire les faits, et plus donc nous, en tant que victime, on va douter de nous-mêmes, et plus l'agresseur derrière, il va gagner du pouvoir. En fait, l'agresseur, il ne va pas seulement détruire la confiance que la victime a en lui, il va aussi détruire la confiance que la victime a en elle-même. Et moi, ce qui m'intéresse en tant qu'autrice de thrillers psychologiques, c'est de comprendre ce mécanisme-là. Pas pour juger la victime, en fait, mais c'est de comprendre comment est-ce que on peut enfermer quelqu'un sans toujours fermer une porte. Comment est-ce qu'on peut créer une sorte de prison mentale avant même de créer une prison physique? Parce que tu vois,
comme je suis en train d'écrire la suite de Le goût du silence, un de ces quatre, je vais te dévoiler son titre. Peut-être que je vais le dévoiler en exclusivité ici. Ça te dit ? Bref, je digresse, mais en tout cas, si ça t'intéresse que je dévoile le titre de mon deuxième roman ici, dis-le moi parce que je l'ai déjà trouvé. Enfin bref, donc je disais, comme je suis en train d'écrire la suite de Le goût du silence, je suis notamment en train d'aborder cette question en fait. J'aborde cette question de perception, sur la peur, le doute, ce moment où on ne sait plus si ce qu'on ressent est un signal ou une exagération des faits. Et pour moi, c'est une des formes les plus glaçantes du danger. En fait, c'est lorsque la victime va commencer à douter de son propre instinct. Si tu as lu Le goût du silence et que tu es arrivé jusqu'à la fin, tu peux un peu te douter de quel personnage est dans cette situation. Je vais pas te le dire pour le spoil, mais voilà. C'est un exercice très intéressant que je suis en train de faire et j'espère que je vais réussir à retranscrire ça de la bonne façon et que toi derrière, demain, un jour quand tu liras le tome 2, tu repenseras sûrement à cet épisode et tu te diras « Ah, c'est donc à ça qu'elle pensait quand elle est en train d'enregistrer cet épisode et qu'ensuite elle a écrit. » En tous les cas, le point à retenir de tout ça, c'est qu'une victime ne fait pas confiance à son agresseur parce qu'elle manque d'intelligence ou qu'elle manque de lucidité. C'est un raccourci très facile que nous, en tant que spectateurs, spectatrices, faisons en se disant « Mais non, mais franchement, elle est bête, quoi. Comment elle peut pas voir? Comment elle peut rester avec une telle personne ?» Non, en fait. Non, il n'y a pas que ça. C'est pas une question d'intelligence ou de lucidité. La confiance qu'une victime va accorder à son agresseur, c'est une confiance qui a été construite, qui ensuite a été manipulée et exploitée. Et l'emprise, elle, ne va pas seulement voler la liberté de la victime, mais elle vole aussi la certitude intérieure qu'elle avait au départ. Si tu veux prolonger cette réflexion en lecture, je te recommande Derrière la haine de Barbara Abel. C'est un thriller psychologique où là, la conscience elle se fissure petit à petit et où les liens deviennent dangereux et on comprend que finalement le danger ne vient pas toujours d'un inconnu. Ou récemment, avec le club de lecture, on a lu Comme toi de Lisa Joel. Cette autrice, je l'aime d'amour. Un jour, il faudrait que je t'en parle ici sur le podcast. Mais en tout cas, cette lecture qu'on a lue, voilà, ça parle aussi de comment certaines personnes peuvent nous manipuler à travers la confiance qu'on va placer en eux, comment certaines personnes peuvent s'insérer dans notre vie petit à petit au point où on leur fait confiance et qu'ils vont jouer de cette confiance. Voilà. Ça parle pas d'emprise en soi-même comme on l'a développé dans cet épisode, mais il y a des éléments que tu peux retrouver. Et toi, est-ce qu'il y a un livre, un film ou même une série où tu as déjà observé cette mécanique d'emprise ou de manipulation d'une manière qui t'a particulièrement marqué? Si c'est le cas, bien laisse un commentaire sous cet épisode ou viens me le dire sur Instagram. Je suis toujours curieuse de savoir quelles sont les histoires qui vous font réfléchir à ce genre de choses. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux aller plus loin, découvre mon roman et les clubs de lecture. Les liens sont en description. Je te donne rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, viens me dire quel livre tu conseillerais au club un mois à la fois. En attendant, prends soin de toi et profite d'un bon livre. Ciao!